On va débuter. Tout d'abord, je me présente rapidement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis, Nicolas de Souza Carvalho, donc chef de projet dans le groupe, ORL et UCG Unicancer et donc je suis ici pour, vous introduire ce webinaire. Alors il y a eu une petite erreur sur la communication, ça ne sera pas les grandes classes thérapeutiques, mais les nouvelles molécules dans les carcinomes épidermoïdes de la tête et du cou qui vous sera présentée aujourd'hui. Donc, pour rappel, la présentation est actuellement enregistrée pour être disponible par la suite pour tous. Et n'hésitez pas non plus à poser des questions tout le long de la présentation dans le chat. Donc, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de poser les questions de façon anonyme, hein, si besoin, et on y répondra dans le temps restant à la fin de la présentation. Sur ce, je vais laisser la main au docteur Michael Burgui, qui est oncologue médical à l'ICANS de Strasbourg. Du coup, Michael, tu peux débuter. Bien, merci. Bonjour à toutes et à tous, hein. Donc, merci de votre présence à ce nouveau webinaire ARC. Alors, aujourd'hui, nous allons explorer les nouvelles classes thérapeutiques, hein, qui pourraient trouver une application dans les cancers ORL, plus particulièrement dans les carcinomes épidermoïdes de la tête et du cou. Alors, l'objectif, c'est vraiment de vous donner un panorama des approches émergentes et d'illustrer chaque classe, par exemple, par des exemples de molécules. Alors, certaines sont déjà en développement clinique, d'autres sont encore un stade autrement plus précoce. Et l'idée vraiment, c'est de vous familiariser avec ces innovations, comprendre les mécanismes, les enjeux, et puis d'anticiper leur possible intégration, hein, dans des futurs essais cliniques auxquels vous participez. Alors, juste un petit peu pour planter le décor, hein, dans la classification AT6, hein, c'est la classification internationale de l'OMS qui organise les médicaments en fonction de leur indication thérapeutique et leurs caractéristiques chimiques ou pharmacologiques. On compte un peu moins de 400 molécules, hein, antinéoplasiques systémiques, ce qu'on appelle la catégorie L01. Et ça montre un peu la richesse de l'arsenal thérapeutique actuellement disponible. Mais il faut surtout se rappeler que s'il y a beaucoup de candidats qui sont développés, il y en a très peu qui arrivent au bout du processus. Le bout du processus, hein, c'est ce qu'on appelle l'autorisation de mise sur le marché en l'occurrence. Et le développement en cancérologie est assez complexe, hein. Alors, on estime à peu près que le taux de succès sont nettement plus faibles que dans d'autres disciplines médicales. Alors là, je vous ai mis l'exemple d'une publication de 2019 qui a un peu repris un peu moins de 200 000 essais cliniques, hein, depuis 2010, même avant, qui sont enregistrés dans clinicaltrials.gov et qui ont cherché à évaluer la probabilité de succès global d'un essai en reprenant la probabilité suivant les transitions de passage d'une phase 1 à phase 2 à phase 3 jusqu'à l'approbation finale, hein. Et donc, dans cette étude, ce qu'il apparaît, c'est que comparé à d'autres disciplines en médecine, eh bien, la probabilité de succès dans un essai d'oncologie est de l'ordre de 3 à 4 %. Alors qu'en moyenne, elle atteint à peu près en moyenne 10 % dans les autres spécialités. Et il y a d'autres éléments qui est important à prendre en compte, hein, c'est la durée de développement. On estime qu'en oncologie, ça dépasse largement les 10 ans avant commercialisation et sans compter les investissements considérables. Donc, vous voyez que jusqu'à arriver au Saint Graal, hein, qui est l'étude de phase 3 qui revient positif avec son AMM et son remboursement, eh bien, la route est assez longue et ce qui explique pourquoi, eh bien, on n'a pas de nouvelles molécules qui apparaissent chaque matin. Mais au contraire, c'est vraiment un très long processus sélectif et assez coûteux. Alors, au sein des cancers, si on se concentre sur les cancers ORL, le développement des nouvelles molécules est encore plus particulièrement difficile. Alors, cela se tient à plusieurs facteurs, hein. La rareté des cibles moléculaires pertinentes en est une. C'est ce qui a longtemps limité l'innovation thérapeutique dans ces tumeurs. Et si on devait résumer un peu les grandes avancées des traitements systémiques en cancérologie ORL, donc il y a le cisplatine à peu près dans les années 80. Il y a le cetuximab dans les années 2010, et puis dernièrement l'arrivée de l'immunothérapie fin des années 2010, sachant que avec l'arrivée d'une nouvelle molécule, on peut encore se questionner sur le positionnement de cette molécule suivant les indications, hein. Donc, en premier lieu, c'était première ligne récident et ou métastatique, et puis vous êtes au courant que dernièrement, c'est en situation périopératoire qu'on a trouvé de nouvelles indications. Voilà, donc c'est peu, hein, surtout si on se compare aux progrès réalisés dans d'autres types de cancers. Alors, la question, c'est de savoir si est-ce qu'on est en train de vivre l'aube d'une nouvelle ère, hein, dans la cancérologie ORL. Alors, on va voir successivement de différents candidats qui ont déjà plus ou moins une position clairement définie dans d'autres cancers. Pour l'instant, c'est encore de
de l'ordre de la recherche en cancérologie ORL, et donc on va voir les anticorps conjugués, les anticorps bispécifiques, les CAR-T-cells également. Les nouvelles combinaisons d'immunothérapie, alors c'est une espèce de fourre-tout, hein, qui est peut-être le chapitre, hein, le plus indigeste, mais qu'on passera assez rapidement, hein. La radiothérapie à base de nanoparticules. Et puis, j'évoque juste, hein, des vaccins thérapeutiques, mais comme ça a déjà été traité par le docteur Caroline Even lors de la session précédente, je ne vais pas développer cette partie-là. Alors, on va tout d'abord attaquer les anticorps conjugués. Alors, chaque fois, en bas des diapositifs, hein, je vous marque un peu les références récentes que j'ai utilisées, hein, pour préparer cette présentation, donc que vous pouvez consulter, hein, si vous souhaitez aller plus loin. Alors, un ADC, donc c'est une molécule qui combine deux éléments, hein. Il y a tout d'abord l'anticorps, et puis qui sert de système de guidage, et puis il y a la charge cytotoxique, hein, c'est les petits points rouges. Donc, charge cytotoxique qui se veut dans, dans ces molécules assez puissantes. Alors, le mécanisme repose sur plusieurs étapes. Tout d'abord, il y a le ciblage spécifique. Donc, l'anticorps va se fixer à une protéine de surface, à la surface des cellules cancéreuses. Ensuite, après internalisation, la charge cytotoxique est libérée à l'intérieur de la cellule, ce qui conduit à sa destruction, tout en limitant l'impact sur les cellules saines. Et cette action va présenter deux avantages. C'est tout d'abord une réduction des effets secondaires par rapport au traitement traditionnel. Et puis d'autre part, c'est une efficacité renforcée puisque on va voir, elle permet d'administrer des agents hautement cytotoxiques, hein, qu'on ne pourrait pas se permettre d'administrer directement par voie intraveineuse. Hop. Alors, la majorité des ADC sont construits sur un anticorps de type IgG, et ça va conditionner pas mal de propriétés essentielles de la molécule, hein. Tout d'abord, la durée de la circulation plasmatique, donc les données pharmacocinétiques, et ensuite son immunogénicité, c'est-à-dire le risque de déclencher une réponse immunitaire contre l'anticorps lui-même. Et surtout, hein, à l'instar des autres anticorps, il conserve son fragment FC, et ça va faire intervenir pas mal de fonctions immunitaires que j'évoque juste, hein, que je ne vais pas vraiment développer, hein. L'ADCC, que vous avez peut-être déjà entendu parler, hein, c'est-à-dire la cytotoxicité à médiation cellulaire qui est dépendante des anticorps, la phagocytose dépendante des anticorps, et puis la cytotoxicité dépendante du complément. Et bien sûr, ça va conditionner la spécificité de sa cible choisie, ce qui est vraiment un aspect très important de ces molécules. Concernant l'antigène, le choix de l'antigène, alors idéalement, hein, cet antigène doit être spécifique de la tumeur, très peu exprimé dans les tissus sains et permettre vraiment une internalisation efficace. Donc on privilégie surtout la plupart du temps un antigène de surface, non sécrété, donc traditionnellement surexprimé par les cellules tumorales elles-mêmes. Alors je prends quelques exemples, hein. Il y a par exemple HER2, et en ce qui concerne dans les carcinomes épidermoïdes de la tête et du cou, c'est surtout EGFR. Mais aujourd'hui, le champ peut s'élargir, hein. On s'intéresse également aux cibles du micro-environnement tumoral. Ça inclut, par exemple, les protéines du stroma, le collagène, les antigènes de la néovascularisation tels que VEGFR2. Et donc vraiment, l'objectif, c'est de plus trop se limiter à la seule cellule cancéreuse, mais également viser des structures de soutien de la tumeur qui peuvent contribuer à sa croissance et aux résistances thérapeutiques. Alors, on va passer à la suivante. Alors, après l'anticorps et l'antigène, il y a un autre élément clé, hein, qu'on va maintenant traiter, c'est le linker. C'est ce qui va relier l'anticorps et la charge cytotoxique. Alors, les linkers, c'est un volet qui est très important dans ces molécules parce qu'elle va conditionner à la fois la stabilité plasmatique de l'ADC et puis le mode de libération de la charge. Donc, ça va avoir vraiment des implications sur le rapport un petit peu efficacité-toxicité. Et à ce niveau-là, on va dire on a deux volets, hein, deux types de linkers, les linkers clivables, qui vont se détacher assez facilement une fois l'internalisation réalisée, grâce à des enzymes ou à des conditions intracellulaires spécifiques. Donc ça va permettre une libération rapide de la charge de la forme active. Et si cet agent cytotoxique, une fois libéré, est diffusible, elle peut tout à fait sortir de la cellule et provoquer ce qu'on appelle un effet bystander, c'est-à-dire tuer les cellules voisines, même si ces cellules voisines expriment peu ou pas l'antigène. Donc ça va permettre effectivement de contourner l'hétérogénéité d'expression d'une cible au sein de la tumeur. Et puis de l'autre côté, on a les linkers dites non clivables. À eux, par contre, elles ne libèrent pas la charge, hein. D'emblée, elles ne libèrent cette charge qu'après dégradation complète, hein, de l'anticorps. Et la molécule va rester ainsi piégée dans la cellule, et on va avoir à ce niveau-là plutôt une diffusion extracellulaire limitée.
Donc peu d'effets bystander, mais par contre, à ce niveau-là, on a une plus grande stabilité plasmatique. Donc voilà. Hop. Et après l'anticorps, l'antigène et le linker, bah, bien sûr, il y a la molécule cytotoxique. C'est ce qu'on appelle la charge active de l'ADC. Donc il faut bien garder en tête que ce qu'on veut, c'est que l'ADC soit actif qu'une fois internalisé au sein de la cellule cancéreuse. Alors il y a un gros souci, hein, c'est que malgré ce ciblage, il y a malheureusement qu'une très petite partie de la dose administrée qui atteint la tumeur. Alors, suivant les études, on considère que ça varie autour de 2%. Et c'est pour cette raison que la charge choisie doit être extrêmement puissante. Donc elle doit être capable d'agir à des doses infimes. Alors pour cela, on évalue cette puissance avec ce qu'on appelle le CI50, hein, c'est-à-dire la concentration nécessaire pour inhiber 50% de l'activité biologique. Et plus le CI50 est basse, plus la molécule est puissante. Donc on est de l'ordre des niveaux nanomolaires, voire picomolaires. Donc c'est ce qui permet de compenser le fait que si, il y a si peu de médicaments qui atteignent la tumeur. Et c'est aussi ce qui explique pourquoi on utilise des drogues trop toxiques pour être données seules en traitement systémique par avoir un intraveineuse direct. Alors, parmi les molécules qu'on utilise, il y en a principalement deux, hein, celles qui ciblent les microtubules, telles que par exemple les 20 alcaloïdes, et celles qui ciblent l'ADN avec les agents alkylants et puis les inhibiteurs de topoisomérase, et qui, elles, peuvent vraiment intervenir à n'importe quel moment du cycle cellulaire, là où les agents qui ciblent les microtubules, c'est surtout au niveau de la phase mitotique qui présente leur plus grand intérêt. Alors, parmi les charges les plus utilisées aujourd'hui, on a ce qu'on appelle alors c'est juste à titre d'information, hein, les auristatines, par exemple, avec l'enfortumab vedotin, qui est déjà utilisé par exemple, dans le cancer de la vessie, et d'agents comme le maïdancinoïde, donc notamment dans le trastuzumab emtansine, donc ce qu'on appelle plus communément TDM1, qu'on utilise dans le cancer du sein. Donc ces molécules, ça bloque les microtubules, donc ça empêche la mitose et ça va conduire in fine à la mort cellulaire. Et à côté de ça, on a d'autres agents qui ciblent au niveau de l'ADN, hein, et on a l'exemple, par exemple, du TXD, pardon, dans le trastuzumab deruxtecan, et qui a été un autre molécule qui a marqué l'essor des ADC, notamment ici dans le cancer du sein. Donc, il y a pas mal d'ADC qui sont déjà utilisés en pratique clinique courante, hein, dans les tumeurs solides. On a le cancer du sein HER2 avec le trastuzumab emtansine ou TDM1, cancer urothélial, l'enfortumab vedotin, cancer du sein également, qu'il soit HER2 plus ou HER2 low, le trastuzumab deruxtecan, et enfin dans le cancer du sein triple négatif, et dans les cancers de la vessie, on a le sacituzumab govitecan. Alors dans les cancers, dans les hémopathies malignes, il y a également des indications. Alors ça, je ne vais pas trop développer, hein, les LLC, lymphome de Hodgkin, lymphome B diffus à grande cellule, et puis également les leucémies aiguës lymphoblastiques de type B. Alors quelques mots, hein, sur la toxicité. Elles sont assez spécifiques, bien sûr, du type de molécule, de l'agent cytotoxique considéré, de l'antigène qui est ciblé. Et c'est pas parce que c'est une thérapie dite ciblée que ça ne dispense pas de toxicité. Alors, par exemple, pour le trastuzumab emtansine, hein, le TDM1, on observe surtout des toxicités hématologiques, avec une thrombocytopénie dans près de 13% des cas, ainsi qu'une cytolyse hépatique modérée. Avec l'enfortumab vedotin, ici, on a d'autres profils de toxicité. Alors là où on est particulièrement vigilant, c'est avec la neuropathie périphérique, les toxicités oculaires ou les toxicités métaboliques ou hématologiques. Et là où on est particulièrement vigilant avec ce type de molécules, c'est surtout les réactions cutanées graves, hein. Il y a effectivement eu plusieurs cas de décès avec des syndromes de Stevens-Johnson, ce qu'on appelle des phénomènes de nécrolyse, hein, simplement à l'expression de l'antigène qui est ciblé par ces cellules épithéliales. Donc, c'est des toxicités qui peuvent survenir assez précocement, souvent dans les premiers cycles, d'où la nécessité d'une surveillance dermatologique, hein, qui doit être vraiment très attentif au début. Avec le trastuzumab deruxtecan, principale toxicité, c'est toxicité hématologique, mais là, on a une autre spécificité en matière de toxicité, c'est la pneumopathie interstitielle diffuse, à peu près chez un quart des patients, avec des cas sévères qui peuvent aboutir jusqu'au décès, et qui impose également une surveillance clinique et radiologique assez soutenue. Et enfin, le sacituzumab govitecan, également toxicité cutanée, oculaire, neuropathie périphérique, hein, qui est rare, mais qui a également été rapportée. Donc, vous n'avez pas à retenir effectivement tous ces profils de toxicité, c'est juste pour vous expliquer que chaque ADC a un profil de tolérance particulier,
qui est directement lié à la cible et à la charge active utilisée, et ce qui justifie vraiment une vigilance spécifique pour chaque molécule. Il y a quand même une certaine forme de redondance parmi les profils de toxicité. On retrouve toujours une hématotoxicité, des nausées, des vomissements, un certain nombre avec des toxicités métaboliques type hyperglycémie. Et puis ensuite, il y a chacune qui vient avec sa spécificité, toxicité type pneumopathie interstitielle, toxicité cutanée, et puis j'en passe. Voilà. Alors, qu'en est-il en cancérologie ORL? Eh bien, il y a à peu près une douzaine d'essais cliniques qui ont déjà été menés avec les ADC. La majorité reposait sur des agents cytotoxiques type inhibiteur de microtubules que j'avais évoqué tout à l'heure. Et concernant le linker, c'était majoritairement des linkers clivables dans près de 85% des essais. Et concernant la cible, ce qui est vraiment l'élément essentiel, eh bien, celle qui a fait l'objet d'un développement dans la plupart de ces essais, c'était le GFR, qui a été le plus exploré, le plus évalué dans 6 des 12 essais. Et dans ces essais, ce qu'on retrouve, c'est un taux de réponse qui varie de 0 jusqu'à plus de 40% chez des patients le plus souvent très largement pré-traités, ce qui montre qu'il y a vraiment un fort potentiel dans cette indication, mais avec néanmoins une certaine variabilité. Alors, on va prendre l'exemple ici intéressant qui a fait l'objet d'une étude de phase 2 qui a été présentée à l'ESMO 2023, c'est le MRG003. Donc, c'est un anticorps conjugué anti-EGFR qui a inclus des patients qui avaient été pré-traités par au moins une ligne de traitement standard. Et le design était simple, c'était 2 doses testées toutes les 3 semaines avec un suivi radiologique toutes les 6 semaines. Et en termes d'efficacité, quand on s'intéresse à la cohorte 2,3 mg/kg, avec un taux de réponse objectif, on avait un taux de réponse objectif de l'ordre de 43% et un taux de contrôle de la maladie de l'ordre de 86% à peu près. Et du côté de la tolérance, c'était celui du profil attendu suivant l'agent cytotoxique qui avait été utilisé, à savoir neuropathie périphérique, cytopénie, que j'avais évoqué tout à l'heure. On avait également des toxicités digestives et cutanées qui avaient été rapportées. Voilà, donc on a une activité clinique assez intéressante dans les cancers ORL, avec un taux de réponse assez intéressant. Donc c'était effectivement un premier résultat assez encourageant. Et donc ça, c'était une utilisation en situation palliative. On essaie de réfléchir également à d'autres indications, notamment en situation curative, comme c'est le cas avec cet essai idéal de promotion Gortec, dont le lancement est prévu assez prochainement, qui a un design assez simple, avec un bras qui associe le Pucotelimab, un anti-PD1, et puis MRG003, versus MRG003 seul. Donc après 3 cycles, tous les patients poursuivent avec une radiochimiothérapie standard à base de cisplatine. Donc c'était des patients présentant une tumeur localement avancée, nouvellement diagnostiquée. Et puis en adjuvant, alors soit effectivement on poursuit l'immunothérapie, soit une observation, une surveillance simple. Donc voilà, ce qu'on cherche vraiment à évaluer, c'est le combo avec l'immunothérapie. Alors c'est l'association anticorps conjugués avec immunothérapie, ça a déjà largement été éprouvé dans d'autres indications. J'ai notamment en tête dans les cancers de la vessie, où l'association avec l'enfortumab vedotin et pembrolizumab avait permis quand même d'observer jusqu'à plus de 60% de taux de réponse. Donc il y a vraiment un rationnel pour associer effectivement ces deux classes de molécules. Et ça fait également l'objet d'une présentation, les ADC, pas plus tard qu'à l'ASCO de cette année, avec des taux de réponse objectifs qui variaient de 25 à près de 40% suivant la molécule considérée. Ici, ROR2, et puis CD30. Donc taux de réponse qui variait jusqu'à de 25 à 40%, avec des profils de tolérance qui étaient globalement gérables. Voilà, c'est juste pour vous illustrer effectivement que c'est une classe de molécules qui sont en pleine évolution, en pleine ascension, et qui est assez prometteuse en ce qui concerne la cancérologie ORL. Là, maintenant, on va s'intéresser à une autre classe de molécules, ce qu'on appelle les anticorps bispécifiques. Alors, ces anticorps bispécifiques, elles se distinguent des anticorps monoclonaux classiques par leur capacité à cibler simultanément 2 épitopes différents situés sur 2 antigènes distincts. Et concrètement, on peut choisir un antigène, par exemple, exprimé sur la cellule tumorale, comme le GFR, par exemple, et l'associer à une cible présente sur les cellules immunitaires. Alors, typiquement, je ne l'ai pas marqué ici, mais par exemple, CD3 des lymphocytes T.
Et on peut également combiner avec un récepteur de signalisation impliqué dans l'échappement tumoral, comme TGF-bêta, ou agir sur des cytokines. Et cette double spécificité va permettre, va avoir plusieurs utilités, hein. Le premier entre autres, c'est de rapprocher physiquement ces cellules immunitaires au sein du micro-environnement tumoral, donc là où se situent les cellules tumorales. Ça va permettre également de bloquer les voies de signalisation oncogéniques. On va inhiber par exemple les récepteurs essentiels à la croissance tumorale. Et enfin, on peut également moduler les points de contrôle immunitaire en combinant par exemple un blocage PDL1 avec l'inhibition TGF-bêta. TGF-bêta qui a un rôle essentiel dans le frein à la réponse immunitaire. Donc au total, on voit que ces molécules jouent vraiment sur plusieurs tableaux. Elles vont permettre déjà de rapprocher géographiquement les effecteurs immunitaires et puis de lever la barrière qui limite l'action de ces cellules immunitaires. Concernant leur profil de toxicité, alors, comme toutes les immunothérapies, elles s'accompagnent de toxicités spécifiques qui sont directement liées à leur mécanisme d'action et à l'activation intense du système immunitaire. Alors, une des toxicités les plus caractéristiques de ces anticorps bispécifiques, c'est le syndrome de libération cytokinique, ou ce qu'on appelle plus communément le CRS. Alors, quelques mots sur le plan physiopathe, ça résulte d'une activation excessive et rapide de ces cellules immunitaires qui va conduire à une hypersécrétion de cytokines dites pro-inflammatoires, alors principalement l'interleukine 6, l'interféron gamma et puis TNF-alpha. Ces cytokines déclenchent une réaction en chaîne avec la mobilisation des macrophages, des cellules endothéliales qui vont produire eux-mêmes de grandes quantités d'interleukine de type 6 et puis qui vont activer à leur tour les lymphocytes et d'autres cellules immunitaires. Donc voilà, on a vraiment ce qu'on appelle un effet boucle. Et comment cela va se traduire cliniquement? Les patients, suivant le grade considéré, ça peut aller de simple fièvre, frisson, fatigue avec des douleurs musculo-articulaires, comme un syndrome pseudo-grippal. Et dans les formes plus sévères, par contre, on observe véritablement des hypotensions issues le grade 2, qui peut malheureusement évoluer jusqu'à des chocs réfractaires, avec un véritable syndrome de fuite capillaire. Alors, la fuite capillaire, ça correspond tout simplement à la perméabilité des capillaires qui, à ce moment-là, laissent passer le plasma vers le secteur interstitiel. Et dans les formes très sévères, ça peut aboutir jusqu'à ce qu'on appelle les dysfonctionnements multiviscérales, c'est-à-dire tout simplement une atteinte simultanée de plusieurs organes qui lâchent, poumons, reins, foie et cœur. Alors, on classe, comme toutes les toxicités, les CRS en grades de sévérité. Des grades 1-2 qui sont largement les plus fréquents, puisqu'elles correspondent à peu près à 80% des cas, alors que les 3-4, c'est beaucoup plus rare, c'est moins de 5%. Et donc, la prise en charge, ça va principalement reposer sur déjà des méthodes préventives, par l'utilisation des corticostéroïdes prophylactiques, qu'on peut choisir d'utiliser lors des premiers cycles, et ensuite, s'il n'y a aucune toxicité type CRS qui est observée, on peut se permettre de les arrêter et puis de réaliser une surveillance étroite, surtout en début de traitement. Par contre, si jamais effectivement ce n'est pas suffisant, eh bien, on a une molécule spécifique qu'on appelle le tocilizumab, qu'on peut mobiliser, alors suivant les recommandations ici, c'est dès les grades 2, c'est-à-dire dès qu'il y a une hypotension, et c'est une molécule qui va permettre de bloquer le récepteur de l'interleukine 6, dont on sait le rôle dans ce type de toxicité, et qui va permettre de contrôler efficacement le CRS sans interférer avec l'activité antitumorale. Alors après le CRS, un autre type de toxicité bien spécifique, mais plus rare, mais potentiellement plus grave, c'est le syndrome de neurotoxicité associé aux cellules effectrices, ce qu'on appelle l'ICANS. Alors c'est sur le plan physiopathologique, la neurotoxicité est surtout liée à l'hyperactivation des cellules effectrices immunitaires qui sont redirigées par les anticorps bispécifiques. Cette activation va entraîner la libération de cytokines pro-inflammatoires, interleukine 6 qu'on avait déjà vu avant, il y en a d'autres, interleukine 1 en l'occurrence, qui vont provoquer une activation endothéliale, une augmentation de la perméabilité de la barrière hémato-encéphalique, et ça va permettre aux cytokines et aux cellules immunitaires de pénétrer dans le système nerveux central et de déclencher une véritable phénomène d'inflammation non infectieuse, avec œdème cérébral diffus et des lésions neuronales secondaires. Donc c'est une cascade inflammatoire qui peut aboutir à un œdème cérébral diffus et qui peut provoquer des manifestations neurologiques qui peuvent aller des choses plus discrètes, type tremblement,
à des choses autrement plus manifestes, hein, type apraxie, et dysgraphie, à des véritables troubles cognitifs, syndrome confusionnel, voire convulsions et coma. Alors, il existe quelques facteurs de risque, hein, c'est surtout les comorbidités neurologiques préexistantes. Par exemple, un antécédent de neurotoxicité avec une autre immunothérapie, ou alors le ciblage d'un antigène qui est également exprimé dans le tissu neural. Et ici, contrairement au CRS, là, le tocilizumab n'est pas du tout efficace, hein. Ça ne traverse pas la barrière hémato-encéphalique. Donc c'est pour ça que la prise en charge repose donc essentiellement, hein, sur les corticoïdes. Donc c'est une toxicité rare, mais effectivement potentiellement mortelle. Donc également grande vigilance, hein, vis-à-vis de cette toxicité. Donc on est particulièrement assez réactif à la moindre manifestation neurologique. Alors, autre toxicité très fréquente, mais autrement moins grave, hein, c'est ce qu'on appelle les réactions liées à la perfusion. Alors, elles peuvent être allergiques, c'est-à-dire médiées par des immunoglobulines sécrétées par les plasmocytes, ou non allergiques. Donc ça, c'est lié à une activation immunitaire directe, que ce soit les monocytes et les macrophages. Ça va occasionner une libération de cytokines, et puis on va avoir effectivement une manifestation clinique type fièvre, frisson, euh, qui peuvent survenir assez précocement, hein, au moment où on administre le traitement. En général, ça peut aller de 10 minutes jusqu'à 4 heures après le début de l'administration. Elles sont indépendantes de la dose. Et bon, leur incidence est assez variable, hein, mais ça peut atteindre jusqu'à 90% des patients, hein, le plus souvent c'est grade 1-2. Et donc, comme dit, hein, cliniquement, on a des frissons, bouffées vasomotrices, parfois des problèmes respiratoires type nausée ou gêne thoracique, hein. Et la prise en charge, c'est une prise en charge symptomatique avec encore une fois les corticoïdes. On peut être amené à utiliser des antihistaminiques, des antagonistes H2, et, euh, et ça constitue rarement vraiment une contre-indication, hein, à poursuivre le traitement. Donc la prévention ici, ça passe par le fractionnement de la première dose, le ralentissement du débit de perfusion et l'utilisation d'une prémédication par des stéroïdes en l'occurrence. Alors, il y a un certain nombre d'anticorps bispécifiques qui sont déjà validés en clinique, hein, plusieurs qui ont obtenu une autorisation de mise sur le marché. Donc les premières indications, ça concerne surtout l'oncohémato, mais depuis peu, il y en a un certain nombre qui ont été également validés dans les tumeurs solides. Alors dans les tumeurs en hémato, hein, c'est déjà depuis plusieurs années avec le blinatumomab dans la leucémie aiguë lymphoblastique, ou également dans le myélome multiple, hein, avec d'autres molécules, teclistamab, hein, que j'évoque juste. Et pour les tumeurs solides, donc il y a plusieurs molécules qui ont également été approuvées, hein, le tebentafusp dans le mélanome uvéal, également des indications avec l'amivantamab dans le cancer bronchique en petites cellules, avec mutation spécifique de GFR. Et puis il y a également des molécules développées dans le cancer du col et dans le carcinome pulmonaire à petites cellules. Voilà. Ça pour vous dire que c'est plus uniquement sur le champ expérimental, mais ça a déjà été pleinement intégré dans la prise en charge de cancer, en pratique clinique courante, hein. Alors, concernant les carcinomes épidermoïdes de la tête et du cou, il y en a trois molécules qui sont particulièrement en développement avancé. Il y a le BCA101, qui est un inhibiteur bifonctionnel de EGFR et de TGF-bêta. Alors, le GFR, c'est un récepteur de croissance, qui est notamment ciblé par le cetuximab que vous connaissez, qui est très fréquemment surexprimé dans les cancers ORL et qui stimule la prolifération et la résistance tumorale. Et puis, il y a le TGF-bêta, qui est une cytokine immunosuppressive clé qui a notamment un rôle dans les phénomènes d'échappement de la tumeur au système immunitaire. Deuxième molécule, hein, il y a le petosemtamab qui va cibler, quant à lui, également GFR, mais ici, c'est SGR5. Alors, c'est un marqueur de cellules souches cancéreuses et qui est également associé à des phénomènes de résistance et de rechute. Et puis enfin, il y a le bintrafusp alpha, donc le M7824, hein, qui va associer le blocage PDL1 avec également ici le TGF-bêta, qu'on avait déjà vu tout à l'heure. Donc on va voir chacune de ces molécules avec les essais dédiés. Alors tout d'abord le bintrafusp alpha, hein, donc bifonctionnel, qui cible, comme j'ai dit tout à l'heure, PDL1 et TGF-bêta. Alors c'est une stratégie qui est particulièrement pertinente, hein, dans les CTEC HPV positifs. Alors, ça, je ne vais pas trop le développer, mais il y a des analyses en biologie moléculaire qui ont montré pas mal de phénomènes de dérégulation de la voie TGF-bêta-R1 dans ces tumeurs. Et ici, dans une étude de phase 1 qui a réuni 36 patients, il y avait 17 patients qui avaient des cancers HPV induits.
et avec le schéma de traitement qui allait de 0,3 à 30 mg kg toutes les 2 semaines. Donc l'objectif principal, c'était la tolérance comme objectif secondaire, c'était la réponse résiste. Donc ce qu'on a pu observer, c'est qu'il y avait quand même un taux de réponse de l'ordre de 35%, dont 6 réponses parmi les 17 patients HPV positifs. Donc ce premier résultat a été présenté à l'ASCO 2018. Ça avait effectivement suggéré une activité intéressante de cette molécule dans les tumeurs HPV positifs. Alors, c'était une étude qui avait inclus également, pas uniquement les CTEC, c'était également les cancers HPV induits, type cancer du col, cancer du canal anal. Alors, ça a conduit à l'ouverture d'une cohorte spécifique, TTQ, qui a été rapportée en 2020. Ici, 32 patients inclus, tous en situation de rechute ou en progression après traitement par platine. Et cette fois-ci, le schéma, c'était la dose fixe à 1200 mg toutes les 2 semaines et on avait un taux de réponse global qui était uniquement de 13%. Mais si on s'intéresse uniquement aux patients présentant une tumeur HPV positive, là, on avait 33% de taux de réponse contre 5% également, enfin 5% des tumeurs HPV négatifs. Donc, effectivement, ça confirme un signal d'activité. Donc, mais ça signifie également que le développement de cette molécule peut uniquement s'envisager en ce qui concerne le cancer qui nous intéresse, uniquement dans les cancers CTEC type HPV induit. Donc une activité tumorale intéressante qui a motivé une phase 2 qui est prévue. Deuxième molécule, le petosemtamab, qui est un anticorps bispécifique qui va lui cibler EGFR et LGR5. Donc c'est une étude de phase 2 avec une cohorte d'expansion qui a évalué son association avec le pembrolizumab, un anti-PD1 en première ligne des cancers ORL. Là, on est en situation non curative, c'est-à-dire récidivant et ou métastatique. Ici, le schéma, c'était du 1500 mg toutes les 2 semaines et le pembrolizumab 400 mg toutes les 6 semaines jusqu'à progression de toxicité. Et on avait également observé des résultats particulièrement encourageants avec près de 45 patients chez qui on a observé un taux de réponse d'objectif de 63%. Une durée médiane de réponse non atteinte, alors même que dans cette étude, on avait déjà 14 mois de médiane de suivi. Survie sans progression de 9 mois, la survie globale pas encore atteinte. Donc, concernant la tolérance, la majorité des effets secondaires, c'était surtout du grade 1-2. Et c'était surtout des réactions liées à la perfusion qui étaient observées jusqu'à 38% des patients, surtout à la première administration. Mais c'est encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette réaction ne constitue absolument pas une contre-indication à poursuivre le traitement, ce qui a été fait pour la majorité de ces patients. Donc, il n'y avait pas de toxicité grade 5, il n'y avait pas de décès toxique dans cette étude. Donc, effectivement, une étude qui illustre le fait que cette molécule peut parfaitement représenter une option intéressante en première ligne, chez les patients, bien sûr, qui expriment PDL1. Troisième agent, donc c'est le BCA101. Donc, c'est un anticorps bifonctionnel, comme j'ai dit tout à l'heure, qui va cibler EGFR et TGF-bêta, qui est évalué en association avec le pembrolizumab chez des patients atteints de carcinome épidermoïde de la tête et du cou en première ligne dans une étude ici de phase 1-1B. Donc c'est une cohorte un peu moins de 40 patients. Ici également, on observe un résultat très différent suivant le statut HPV. Mais alors ici, c'est vraiment les patients HPV négatifs chez qui on observe une activité assez importante avec un taux de réponse, vous voyez, qui est de l'ordre de 65% et qui atteint même 80% chez les patients qui surexpriment, qui ont un CPS supérieur ou égal à 20, avec une survie médiane non atteinte. Alors que chez les tumeurs HPV négatifs, on voit que l'activité reste assez limitée avec un taux de réponse global de l'ordre de 18%. Alors, il y a une expansion de cohorte qui réunit 30 patients qui confirme cette activité assez importante. On avait un taux de réponse objectif de l'ordre de 54%, dont 21% de réponse complète, et puis un contrôle de la maladie qui s'observe dans plus de 90% des cas. On a une médiane de survie globale qui dépasse 20 et 21 mois et surtout la durée médiane de réponse, plus de 21 mois, ce qui suggère vraiment des réponses durables chez une proportion assez importante de patients. Et donc, fort de ce résultat préliminaire, il y a un essai de phase 2-3 qui a été lancé, c'est l'étude de BCA 101, Extra 101. Donc, c'est une étude multicentrique randomisée à double insu qui va comparer le BCA 101 associé au Pimbro versus Pimbro plus placebo en première ligne, des CTEC en situation récidivant et ou métastatique, et qui ont été naïfs de tout traitement systémique dans cette indication. Autre étude, également de promotion académique, portée par le Gortec, toujours impliquant le BCA 101, cette fois-ci en association avec le niveau,
Et là, on va s'intéresser aux patients réfractaires aux platines qui ont déjà rechuté après une première ligne de traitement. Voilà pour les anticorps bispécifiques. Ensuite, maintenant, on va aborder donc les CAR-T-cells. Alors, il s'agit ici de lymphocytes T du patient qui sont prélevés puis modifiés génétiquement, hein, dans le but de reconnaître puis d'éliminer les cellules cancéreuses. Alors, on leur fait exprimer un récepteur antigénique chimérique au CAR, hein, qui est capable de reconnaître un antigène tumoral, hein, de manière indépendante du complexe majeur d'histocompatibilité. Et puis, une fois que ces cellules sont activées, elles vont pouvoir exercer trois fonctions principales, hein. C'est une lise directe des cellules cancéreuses, hein, par la libération de perforines et de granzymes, l'induction de l'apoptose via l'interaction en phase ligand, et puis l'amplification de la réponse immunitaire, hein, toujours par l'intermédiaire de cytokines pro-inflammatoires qui vont recruter d'autres effecteurs. Et si on s'intéresse aux récepteurs chimériques, justement, hein, qu'on fait exprimer sur ces lymphocytes T, hein, alors il comprend un fragment variable à chaîne unique, j'en parle juste deux mots, hein, donc qui va permettre de cibler vraiment l'antigène tumoral sans dépendre du complexe majeur d'histocompatibilité. Il va y avoir également un domaine transmembranaire qui va permettre la transmission de ce signal d'activation quand l'antigène est détecté, et ça va permettre l'activation de la cellule T pour déclencher la réponse cytotoxique. Il va y avoir également le domaine de signalisation intracellulaire et le domaine de costimulation qui va renforcer, quant à lui, hein, les phénomènes de prolifération et augmenter la survie. Donc on distingue ainsi plusieurs générations de CAR-T-cells qui vont d'une simple activation initiale à des constructions de plus en plus complexes, et ça vise vraiment, ces différentes générations, à améliorer leur efficacité et leur persistance dans le temps. Alors, concrètement, comment ça se passe? C'est un parcours en plusieurs étapes. Alors, tout d'abord, on prélève par le leukophoreuse, on va collecter les lymphocytes du patient. Ensuite, ces cellules vont être modifiées génétiquement ex vivo pour introduire le gène du récepteur chimérique. Et puis ensuite, elles vont être multipliées en culture avant d'être administrées au patient. Et le patient qui doit recevoir effectivement ces cellules, préalablement, il va recevoir une chimiothérapie dite de conditionnement. L'objectif, c'est vraiment de réduire temporairement son immunité afin de faciliter l'expansion de ces CAR-T-cells. Et donc, ces cellules modifiées sont alors réinjectées, ça va se multiplier, puis reconnaître l'antigène cible et conduire, enfin, c'est un peu le but, hein, à la destruction des cellules cancéreuses. Alors, tout le process là, que je viens de vous développer, ça prend à peu près de l'ordre de 3 à 6 semaines. À l'instar, hein, de tout ce que je vous ai présenté jusqu'à présent, il y a également des toxicités spécifiques. Alors, il y a le CRS que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, avec le même type de manifestation clinique, hein, fièvre, hypotension, dysfonction multiviscérale dans le pire des cas. On a également l'ICANS, ici, hein, donc syndrome de neurotoxicité associée aux cellules effectrices. Et puis, on a ce qu'on appelle l'on-target off-tumor toxicity, hein, c'est-à-dire que les CAR-T-cells peuvent également reconnaître un antigène présent dans les tissus sains, que ça va entraîner alors des lésions d'organes en dehors de la tumeur. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, les CRS, c'est lié à l'activation excessive des CAR-T-cells et donc à l'implication des cytokines pro-inflammatoires, que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, hein, qui impliquent notamment l'interleukine de type 6. C'est particulièrement redouté, et puis ici, l'incidence des grades 3, ça peut aller jusqu'à 30% à peu près. À côté, vous avez l'ICANS, avec son incidence qui est variable, hein, ça va jusqu'à de 0 à 73%. Et ça peut survenir simultanément ou après la CRS. Voilà. Alors, et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ces CAR-T-cells exposent aussi à des toxicités en lien avec la reconnaissance d'antigènes exprimés par les tissus normaux. Donc, ça survient, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, quand l'antigène ciblé n'est pas totalement spécifique de la tumeur. On observe ainsi, hein, suivant les antigènes considérés, une toxicité respiratoire avec certains CAR-T-cells. On peut observer des toxicités hépatiques, des rages cutanées. Et encore une fois, c'est très largement dépendante, hein, du type d'antigène, effectivement, qui a servi au développement de ces CAR-T-cells. Donc, ça montre encore une fois que le choix de la cible antigénique va conditionner l'efficacité, mais aussi très largement la toxicité. Et donc là, j'ai mis en quelques exemples, hein, des CAR-T-cells approuvés par la FDA.
Et depuis 2024, on a l'arrivée dans certaines indications de tumeurs solides telles que les sarcomes synoviaux et également dans les mélanomes métastatiques et certains cancers cutanés. Voilà. Alors, qu'est-ce voilà, donc il y a davantage de développement effectivement dans les tumeurs hématologiques. Alors, qu'est-ce qui complexifie un peu le développement de ces CAR T-cells dans les tumeurs solides? Alors, le premier, c'est tout simplement la barrière physique, hein, au micro-environnement tumoral. Il y a certains paramètres qui contribuent à cette barrière physique, l'hypoxie, l'acidité, la surexpression de points de contrôle immunitaire. Il y a aussi la question de la sélection, ici des antigènes tumoraux, puisque souvent, effectivement, les tumeurs solides sont hétérogènes, avec un antigène c'est un peu compliqué de trouver un antigène spécifique de cette tumeur, sans exposer effectivement au risque de toxicité quand cet antigène est également exprimé par les tissus sains. Et puis, le dernière limite, c'est surtout effectivement la faible persistance des CAR T-cells dans l'organisme. Ça, c'est surtout la conséquence des phénomènes d'immunosuppression locale et de tout simplement l'épuisement de ces lymphocytes T, qui, à la longue, réduisent leur efficacité dans le temps. Voilà. Alors, il y a plusieurs cibles qui ont déjà été explorées pour le développement des CAR T-cells dans les cancers de la tête et du cou. Alors, toujours le GFR, qui a été évalué. Donc, alors, le seul souci, c'est que le GFR n'est pas uniquement exprimé dans les carcinomes épidermoïdes de la tête et du cou, mais effectivement, bon nombre de tissus, en premier les tissus cutanés, en l'occurrence, mais pas que. Il y a également une expression dans le tractus gastro-intestinal, le système respiratoire et même le système sanguin. Et du coup, ça expose à une toxicité qui se veut parfois assez importante et jusqu'à présent, il faut bien le dire, plutôt limitante. Alors, il y a d'autres approches qui ont déjà abouti à l'essai de phase 1, que j'évoque juste, c'est notamment avec le pan RBP, donc, qui est une étude de phase 1 qui réunit 19 patients, avec un taux de contrôle près d'un patient sur deux, sans que ça se traduise avec une réponse radiologique. Il y avait effectivement également des toxicités, principalement du grade 2 et moins. Il n'y avait pas foncièrement cette fois-ci de toxicité limitante. On avait observé des cas de CRS, de réactions locales, mais en tout cas un profil de toxicité qui n'empêchait pas le développement de la molécule. Et enfin, il y avait certaines cibles particulièrement prometteuses que j'ai également mentionnées en bas, FAP-T3, HER3, HER3 et puis le NKG2D, qui sont également surexprimés dans les carcinomes épidermoïdes ORL et qui pourraient également proposer un meilleur compromis entre efficacité et puis sécurité. Alors, quelques mots des nouvelles combinaisons d'immunothérapie. Alors, là, j'ai mis un petit peu à gauche les checkpoints historiques. C'était LA4, PD1, PD1. Donc, dont l'arrivée, ça a vraiment marqué une rupture thérapeutique en oncologie. En premier lieu, c'était le mélanome, le poumon, mais ensuite, ça s'est étendu dans toutes les indications. En cancer ORL, ils ont ouvert effectivement la voie à des réponses parfois durables chez des patients qui pourtant n'étaient pas en situation dite curative. Mais pour autant, on a quand même malheureusement une efficacité qui reste limitée avec des taux de réponse objectifs quand on l'utilise seul, qui est de l'ordre de 15 à 20%. Donc ça souligne simplement le fait que le blocage isolé de ces cibles-là, ça ne suffit pas tout à fait pour lever toutes les barrières immunologiques. Donc, il y a effectivement beaucoup de patients qui ne répondent pas, qui rechutent rapidement. Donc, l'idée, c'est vraiment de s'appuyer peut-être sur d'autres cibles, d'autres freins, pour toujours dans cet objectif d'activer le système immunitaire et surtout l'activité antitumorale de ce système immunitaire. Et à droite, j'ai illustré ici les nouvelles cibles explorées actuellement en recherche clinique, qui ne se veut pas exhaustif, et qu'on peut globalement, on va dire, classer en deux catégories. D'une part, les voies qui contribuent à la suppression de l'immunité. Alors, j'ai mis quelques exemples ici. Il y avait, par exemple, LAC3, IDEO, que vous voyez ici. Encore une fois, ça fait un peu catalogue cette partie, mais c'est juste pour vous illustrer un petit peu le rationnel du développement de ces molécules. Et puis de l'autre côté, on a des stratégies qui cherchent à stimuler la réponse immunitaire et ça fait intervenir d'autres acteurs, interleukines de type 10. Là, j'ai mis effectivement OX40. Voilà.
globalement. Donc ici, c'est pas tant des cibles thérapeutiques hein, que je vais surtout traiter, mais surtout d'exemples de cibles thérapeutiques, encore une fois, qui visent à stimuler, à activer à stimuler pardon, l'activité antitumorale du système immunitaire. Alors dans cette présentation, hein, je ne peux pas me permettre d'être exhaustif, on va juste prendre quelques exemples. Donc certaines approches qui visent notamment, par exemple, à lever le frein de SIRP-alpha, ou au contraire de stimuler la réponse immunitaire comme la voie Sting. Alors je vais juste m'attarder ici, hein, plus particulièrement sur 3 cibles, hein. On va prendre l'ACT3, Sting et puis l'axe SIRP-alpha. Donc l'ACT3, tout d'abord, hein, c'est un point de contrôle immunitaire avec un rôle assez ambivalent que je vais traiter tout à l'heure. Sting, qui va déclencher une forte réponse à l'interféron, qui va recruter les cellules immunitaires dans la tumeur. Et on a des agonistes qui associés au pembrolizumab qui montrent déjà des signaux d'efficacité, notamment dans des études de phase précoce. Et puis il y a SIRF-alpha hein, qui est exprimé par les macrophages et qui va interagir avec le CD47, c'est le don't hit me signal, et dont le blocage va permettre la réactivation des phénomènes de phagocytose et stimuler l'immunité innée. Alors tout d'abord, l'ACT3, donc c'est une cible particulièrement intéressante hein, en immunothérapie. Il a un rôle à la fois inhibiteur et activateur hein, selon le contexte, ce qui a conduit le développement de 2 stratégies avec cette cible. Alors sur la droite, ici, on voit que lorsqu'il est exprimé à la surface des lymphocytes, elle se lie au complexe majeur d'histocompatibilité de type 2, donc il va agir comme un frein, il va contribuer à l'épuisement de ces lymphocytes, d'où l'intérêt d'anticorps qui va bloquer effectivement cette interaction-là. Et par contre, lorsqu'il est présent sous la forme soluble, ici à gauche, et ben, un exemple hein, de forme soluble de LAC3, hein, c'est le leftilagimod. Il va activer cette fois les cellules dendritiques via le complexe majeur d'histocompatibilité de type 2. Il va renforcer la présentation antigénique et la réponse immunitaire. Donc on a ainsi 2 stratégies distinctes. On peut soit lever l'inhibition, ou au contraire stimuler l'immunité. Donc on va d'abord s'intéresser à cette dernière stratégie qui vise à activer les cellules dendritiques. Donc ça a été illustré par un agoniste de LAC3, hein, c'est ce qu'on appelle leftilagimod alpha. Donc c'est une protéine soluble de LAC3 qui a été évaluée ici en combinaison avec le pembrolizumab. Donc l'objectif ici, c'était vraiment de renforcer l'activation des cellules dendritiques via le complexe majeur d'histocompatibilité de type 2 et de potentialiser donc la réponse T induite par les anticorps anti-PD1. Et dans cette étude de phase 2, donc ça a été mené entre 2019 et 2021, il y avait une quarantaine de patients en rechute ou métastatiques qui ont été inclus. Et on avait pu observer un peu moins de 30% de taux de réponse et près de 13% de réponse complète, avec une durée de médiane de réponse qui n'a pas été atteinte. Et on remarque un signal assez fort hein, dans la sous-population des CPS supérieurs ou égal à 20, que je vous ai mis ici, hein, effectivement, avec une survie sans progression qui peut atteindre de l'ordre de 13 mois. Concernant la tolérance, hein, c'était globalement acceptable. Hein, il y avait des phénomènes d'hypothyroïdie, d'asthénie, d'anémie. L'hypothyroïdie, hein, qui est une toxicité un peu plus classique avec les agents d'immunothérapie conventionnels, donc on a très largement l'habitude de gérer au quotidien. Voilà, donc ça c'était le premier volet. Donc ensuite, deuxième stratégie que j'ai évoquée plus haut, c'était bloquer son rôle inhibiteur hein, sur les lymphocytes. Donc ça c'était l'exemple avec le fianlimab, donc qui est un anticorps anti-LAC3 avec le semiplimab, qui a été évalué dans une étude de phase 1 qui avait inclus à peu près une trentaine de patients rechutés ou métastatiques. Donc il y avait 2 cohortes qui ont été analysées, hein, donc, chez 15 patients naïfs anti-PD1, et on observait à ce moment-là un taux de réponse de 33%, alors qu'il n'était que de l'ordre de 7% chez les patients déjà pré-traités. Donc ça, c'est vrai, c'est une vérité en immunothérapie, c'est des agents qu'on essaie de placer vraiment au plus tôt hein, de la prise en charge de ces patients, puisque c'est là où l'efficacité, on observe la meilleure efficacité clinique. Donc ça suggère surtout effectivement que cette association aurait un intérêt effectivement chez les patients naïfs de tout traitement. Alors concernant la tolérance, on avait observé près de 47% de toxicité supérieure ou égale à 3, donc c'était surtout dominé par l'hypothyroïdie, encore une fois, hein, qui n'est pas une toxicité limitante, la fatigue et par contre la pneumopathie qui peut être autrement plus problématique. Voilà, globalement en termes de profil de toxicité de ces agents-là.
Autre voie actuellement explorée, c'est la voie STING. Alors STING, c'est une protéine intracellulaire du réticulum endoplasmique, hein, ça joue un rôle clé dans l'immunité innée. Elle agit comme un capteur de danger en détectant l'ADN anormal présent dans le cytoplasme, par exemple des cellules tumorales. Et son activation va déclencher une cascade de signalisation qui va mener à la production de diverses cytokines avec un recrutement de cellules immunitaires au sein du micro-environnement tumoral. Et un qui a notamment un développement le plus avancé, c'est le dazotinag, qui est évalué en association avec le pembrolizumab dans une étude de phase 1-2 qui avait inclus à peu près une trentaine de patients en situation métastatique. Et le taux de réponse objectif était de l'ordre de 34% avec une réponse complète observée et toujours une durée médiane de réponse non atteinte. Donc on voit que le profil de tolérance donc, c'était globalement contrôlable, hein, fatigue, nausée, tout, céphalée, ça on sait parfaitement gérer. Il y avait en tout et pour tout 13% de toxicité un peu plus sévère, mais en tout cas, il n'y avait aucun décès qui avait été rapporté. Donc, encore une fois, hein, des nouvelles associations qui permettent quand même d'observer un taux de réponse notable. Et surtout, ce qui nous intéresse beaucoup, hein, c'est des réponses qui sont durables. Et je finirai avec cet agent-là dans cette partie, le CIRP alpha CD47. Alors, CD47, c'est souvent appelé le dendritique signal. Ça se lie au CIRP alpha, exprimé par les macrophages et les cellules dendritiques. Elles vont empêcher leur activation et bloquer la phagocytose des cellules tumorales. Donc, c'est une inhibition de cette interaction qui va surtout viser à réactiver l'immunité innée, hein, à stimuler la présentation antigénique. Donc ici, j'ai pris l'exemple du BI 765063. Donc c'est un inhibiteur de CIRP alpha et qui est toujours évalué. Vous voyez, hein, toutes ces nouvelles molécules sont souvent évaluées en association avec un anticorps anti-PD1. Ici, l'enzalutamide en association avec le cetuximab ici. Chez 17 patients avec un carcinome épidermoïde ORL, récidivant et ou métastatique. Voilà, donc c'est une étude pour laquelle je n'ai pas encore de résultats à vous présenter. Ah, si, excusez-moi. Donc, taux de réponse qui avait été observé de l'ordre de 47%, avec plusieurs réponses complètes et une survie médiane sans progression autour de 7,6 mois. Et ici aussi, hein, les toxicités rapportées incluent des événements supérieurs égal à 3 qui étaient observés chez près d'un tiers des patients. Alors, cette fois-ci, on avait des insuffisances cardiaques, des phénomènes hémorragiques ou toxicité hépatique, mais il y avait rien de foncièrement très exotique, hein, en termes de toxicité. Voilà. Donc, c'est des résultats encore très, très préliminaires, mais qui sont assez prometteurs. Voilà. Le vaccin thérapeutique, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas le développer, hein, mais c'est également une stratégie prometteuse. Et moi, je vais surtout finir avec la partie, le volet des nanoparticules, hein, qui est utilisé comme agent de potentialisation à la radiothérapie. Alors, c'est un dernier axe ci-devant, hein, qui concerne surtout encore une fois, l'association avec la radiothérapie. Alors, l'idée est assez simple, hein. Lorsqu'on injecte des nanoparticules dans la tumeur, elles permettent d'augmenter localement la dose absorbée par les cellules tumorales lors de l'irradiation et ça vise également à préserver davantage les tissus sains. Donc, ça agit comme un radiosensibilisant spécifique des cellules cancéreuses et le rayonnement atteint aussi les cellules voisines, saines, en temps normal, ce qui est illustré à ce niveau-là. Eh bien, avec l'utilisation de ces nanoparticules, l'objectif, c'est vraiment de concentrer l'énergie sur les cellules tumorales et réduire l'effet que j'ai déjà mentionné tout à l'heure, hein, l'effet bystander, c'est-à-dire l'effet qui déborde sur les cellules environnantes. Donc voilà, c'est une approche qui vise vraiment à améliorer l'efficacité de la radiothérapie tout en améliorant son profil de tolérance. Alors, juste à titre indicatif, hein, si quelques considérations sur le fonctionnement physique. Lorsqu'on expose ces molécules à un rayonnement ionisant, ces nanoparticules éjectent en fait différents types d'électrons. On n'est pas obligé de connaître le nom. Ces électrons vont à leur tour exciter, ioniser les atomes environnants. Donc ça va effectivement amplifier localement les effets de l'irradiation. Et sur le plan biologique, ça va avoir plusieurs conséquences, hein, des lésions directes de l'ADN, des cassures double brin, chose que la radiothérapie des réactions biologiques qu'on connaît très bien avec la radiothérapie, production d'espèces réactives de l'oxygène, des ROS, et tout ça va aboutir à une interruption du cycle cellulaire et une destruction plus sélective des cellules tumorales. Voilà, donc ça va permettre effectivement de réduire l'impact sur les tissus sains.
Alors, il y a un exemple clinique hein, de cette approche. Hein. Il y a un certain nombre effectivement de nanoparticules qui sont en cours de développement. Donc là, je prends l'exemple du NBTXR3. Donc c'est des nanoparticules cristallines. C'est métallique. Comment ça se passe? C'est injecté directement dans la tumeur qui va faire l'objet d'une irradiation. Et donc là, je vous ai mis les résultats d'une étude de phase 1 hein, qui a été menée chez 56 patients atteints de carcinome de la cavité buccale ou de l'oropharynx, avec des résultats assez encourageants. Hein. C'est des taux de réponse qui atteignaient jusqu'à 80%, 64% de réponse complète. Et puis une surveillance sans progression de l'ordre de 17 mois sur le global qui avoisinait les 2 ans, avec une tolérance qui était plutôt favorable, qui était surtout liée à l'injection elle-même, des phénomènes d'œdème au niveau de la langue, par exemple. Et donc ces données ont conduit au lancement de cet essai de phase 3 NanoRay 312, hein, qui est actuellement en cours, donc qui évalue ces nanoparticules en combinaison avec la radiothérapie, alors, avec ou sans association avec le cetuximab, et chez des patients en situation localement avancée, qui étaient inéligibles au sel de platine, hein, qui est le premier agent de potentialisation à la radiothérapie. Et j'ai fini et j'ai respecté mon temps de parole. Parfait. Donc voilà, tout ça pour conclure que les cancers ORL, ça reste un défi thérapeutique. Il y a pas mal de nouvelles approches qui sont en cours de développement. C'est vraiment en plein essor. Beaucoup de données préliminaires, mais enfin, en tout cas, il y a beaucoup de perspectives intéressantes et on voit que les choses s'accélèrent, hein, vu effectivement la cinétique de développement des molécules que je vous ai montré tout à l'heure, hein, où c'était pratiquement une nouvelle molécule tous les 10 ans. On espère que ces différentes molécules vont aboutir et s'inscrire en pratique clinique courante. Voilà. Merci, Michael, du coup, pour cette présentation qui était enfin, sur un sujet quand même qui était très vaste, hein, mais du coup, tu as pu faire le tour un peu de tout. Je vois alors sur le chat, hein, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, si tu veux, là, il y a une question là qui a été posée en cours de présentation sur les CAR-T-cells, et c'était de savoir quels étaient les types de chimiothérapie qui sont recommandés ou administrés avant toute injection de CAR-T-cells. Alors, c'est une excellente question. En gros, ce qui vise effectivement à dépléter un peu. Alors, je vais être complètement transparent, hein. C'est une molécule qui a déjà été très largement développée, utilisée en hémato. C'est vrai que l'utilisation dans les tumeurs solides, elle est fait encore l'objet d'essais cliniques. Je ne peux pas répondre à ces questions, tout simplement, parce que je n'ai pas été amené à l'utiliser en pratique clinique courante. Et c'est une excellente question, et si elle le souhaite, je peux essayer de me renseigner auprès de mes collègues onco-hémato, et je pourrais tout à fait le répondre. Parce que c'est sûr qu'effectivement, à partir du moment où on verra l'arrivée de ces molécules, ça sera la question clé, hein, parce que l'objectif de nos traitements systémiques, ça vise pas d'entraîner effectivement une immunodépression sévère chez nos patients, mais ça vise surtout à avoir une activité antitumorale. Donc, ça sera une grande première, hein, l'utilisation de ces molécules. Donc, là, comme ça, là, tout de suite, je peux pas répondre. Mais si Nicolas, si besoin, je t'enverrai la réponse et tu pourras effectivement adresser directement. Ok, bah Mais du coup, là, c'est comme la personne du coup elle s'est mise en anonyme. Bah, juste si jamais elle peut nous adresser peut-être soit à ouais, Unicancer ou à Michael, peut-être la question comme ça pour être ouais, ouais. Bah, de toute répondu. façon, tu peux partager mon adresse mail, hein. Oui, oui, bah, C'est-à-dire que bon, voilà, il y a aucun souci là-dessus. Et de toute façon, c'est vrai que je dois malheureusement un peu écourter cet échange questions-réponses parce qu'il y a une réunion auquel je dois participer. Mais si vous avez des questions spécifiques sur l'une ou l'autre des molécules, n'hésitez pas à- à m'envoyer un message et j'essaierai de répondre dans les plus brefs délais, quoi. Heu, d'accord, il n'y a pas d'autres, questions dans le chat. Alors je sais pas moi si je peux poser juste rapidement une petite question, parce que je ne sais pas si j'ai juste loupé quelque chose sur la dernière partie. C'était avec les nanoparticules, c'était savoir justement comme ça les nanoparticules amplifiaient, l'effet de la radiothérapie. Est-ce que du coup est-ce qu'il y a des essais actuels ou peut-être potentiellement, plus tard sur justement sur des diminutions de doses peut-être, de radiothérapie vu que cette molécule-là a l'air d'amplifier pour peut-être, limiter des effets toxiques ou c'est toujours là actuellement testé sur des doses standards, de radiothérapie? Alors, là, je me base uniquement sur les études déclarées pour l'instant. OK. Mais enfin, le rationnel, il est là. Effectivement, on peut tout à fait s'imaginer qu'à partir du moment où on arrive à avoir un même effet radiotoxique
on peut peut-être envisager de réduire un peu la voilure et du coup la toxicité au niveau des tissus sains, puisqu'on sait que la radiothérapie est quand même source d'importantes toxicités aiguës et toxicités séquelaires. Et à partir du moment où on arrive à garantir un certain effet biologique au sein de la tumeur, effectivement, réduire la voilure peut être une forme de stratégie de, entre guillemets, de désescalade thérapeutique. Oui. Enfin, le rationnel est là, quoi. Maintenant, à savoir s'il y a des études dédiées, ça, je ne peux pas répondre. Mm. Non, mais oui, c'était juste pour savoir, parce Oui. que comme j'étais pas trop sûr si c'était justement encore des doses actuelles de radiothérapie qu'on a là de façon standard, ou s'il y avait déjà un peu Mm. des études où ils amorçaient un peu cette désescalade. Très bien. Euh, Voilà, donc bon, il y a un grand effet catalogue, hein, comme dit, hein, et la chapitre un petit peu la plus indigeste, c'est vraiment sur les associations d'immunothérapie. Vraiment, l'essentiel, c'est que quand vous entendez anticorps bispécifiques, articelles, que vous sachiez un petit peu à quoi ça renvoie en termes de modalités d'administration, de développement, pour ce qui concerne les carticelles, et puis de voir un petit peu les études qui sont plutôt encourageantes, hein, sur ce que vous avez présenté, hein, puisque encore une fois, il y a quand même des taux de réponse non négligeables et surtout des réponses durables qui avaient été à chaque fois observées, quoi. Et c'est vrai que le volet combinaison d'immunothérapie, c'était plutôt un rationnel sur les cibles moléculaires, mais c'est des cibles, encore une fois, qui peuvent être déployées sur les différents agents thérapeutiques que je vous ai décrites initialement, quoi. Voilà. Ah, très bien, bah, merci pour ton temps et ta présentation. Donc là, il n'y a pas d'autres questions. Donc si Bon, bah, très bien. jamais vous en avez, enfin, s'il y a des personnes qui ont des questions ou autres, qui n'hésitent pas à nous contacter, on réadressera. Alors soit on pourra transmettre le mail du docteur Burgis, soit vous pouvez nous les adresser et puis on enverra un mail peut-être global pour qu'ils puissent y répondre et peut-être rediffuser les réponses si ça intéresse tout le monde. Très bien. Bah, merci à toutes et à tous et passez Merci, une bonne après-midi, hein. merci. Au revoir. Au revoir.